Je n'aurais jamais pensé qu'un simple morceau de métal pouvait porter un tel poids, mais alors que j'étais assise dans cette salle de conférence ce mardi matin, en voyant le doigt parfaitement manucuré de Veronica Ashford pointer l'anneau de ma mère, j'ai ressenti tout le fardeau de ce que je portais depuis 3 ans. C'est censé être un saphir. Sa voix a tranché dans le briefing matinal comme du verre brisé. 20 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Amber, ma chérie, où as-tu déniché cette petite chose tragique? Chez Goodwill, ma gorge s'est serrée. L'anneau m'a soudain semblé brûlant contre ma peau. Comme s'il me marquait au fer rouge, j'avais envie de glisser ma main sous la table, de la cacher, mais bouger semblait impossible. Tout le monde me fixait maintenant. Le soleil matinal qui filtrait à travers les fenêtres de la salle de conférence faisait scintiller la pierre d'un bleu profond qui avait autrefois illuminé les yeux de ma mère quand elle le portait. « Je suis désolée. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que tu portes la même rotation de tenue depuis quoi? 3 mois maintenant. La collection soldée de Target. Et maintenant cette adorable tentative de bijoux. C'est juste si... » Elle a marqué une pause, ses lèvres se retroussant en quelque chose qui aurait pu passer pour un sourire aux yeux de quelqu'un qui ne la connaissait pas. Précieux, des rires ont ondulé autour de la table. Pas de tout le monde. Nina, 2 sièges plus loin, avait l'air horrifiée, et quelques autres étudiaient soudain leurs ordinateurs avec une intensité nouvelle. Mais le cercle habituel de Veronica s'en délectait. Jennifer du marketing a même reniflé. C'est vintage. Ai-je entendu ma voix dire? Elle est sortie plus faible que je ne l'aurais voulu. Vintage. Veronica a répété le mot comme s'il avait un goût bizarre. C'est comme ça qu'on appelle les trouvailles de friperie maintenant. Parce que, ma pauvre, je déteste te le dire, mais cette monture ressemble à celles qui sortent des machines à pièces dans les supermarchés. Tu sais, celle où tu mets une pièce de 25 cents et où tu espères le meilleur. Plus de rire. Plus fort cette fois. Gerald Ashford, le père de Veronica et vice-président de l'entreprise, était assis en bout de table, en train de relire ses notes. Il a levé les yeux au bruit, a vu sa fille en pleine performance, et est retourné à ses papiers sans un mot. Ce manque de réaction était une forme d'approbation en soi. Je veux dire, si tu vas jouer à te déguiser avec des bijoux faux, Veronica a continué, vraiment chauffée par son public maintenant. Au moins, assume-le pleinement. Achète-toi toute une collection de diamants du magasin à 1 euro, fais-en une déclaration. Ce petit acte solo triste est juste. Elle a agité la main avec dédain, et son bracelet en saphir véritable, le genre qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel, a capté la lumière. Déprimant. Mon visage brûlait. J'ai baissé les yeux sur l'anneau, sur le travail de filigrane intrissé le long de la bande, forgé par des mains expertes. Le saphir n'était pas grand, mais profond et clair. Et si l'on regardait de près, on pouvait voir des facettes taillées avec une précision que les joailliers modernes négligent souvent. Mon père m'avait dit un jour que cette pierre avait une histoire, quelque chose à propos de la royauté européenne, d'une vente aux enchères à Londres, et d'un amour si profond qu'il avait dépensé une somme inimaginable pour le capturer sous forme physique. Mais je ne pouvais pas dire tout ça. J'avais fait une promesse 3 ans plus tôt, et je tenais mes promesses. Ça vient probablement d'une vente aux enchères d'un défunt, a ajouté Veronica, et quelque chose dans sa voix avait basculé de la cruauté performative à un dédain authentique. Tu sais, quand quelqu'un meurt, et que sa famille vend toutes ses vieilleries, parce que personne n'en veut vraiment. C'est l'ambiance que ça donne. Bijoux du tas de dons. Mes doigts se sont crispés en poing sous la table. Elle était plus proche de la vérité qu'elle ne le savait. Et d'une certaine manière, ça rendait les choses pires. Cet anneau avait appartenu à quelqu'un qui était mort, ma mère, qui l'avait porté tous les jours jusqu'à l'accident de voiture qui nous l'avait enlevé, qui le touchait comme je le faisais maintenant, le tournant distraitement quand elle réfléchissait, le pressant contre ses lèvres quand elle s'inquiétait, le laissant capter la lumière quand elle était heureuse. Pouvons-nous revenir aux projections trimestrielles? S'il vous plaît, a osé Timothy de la finance. Prudemment. Il ne me défendait pas. Personne ne me défendait jamais. Mais au moins, il essayait de passer à autre chose. Bien sûr, bien sûr. Veronica s'est adossée à sa chaise, satisfaite. Je voulais juste m'assurer qu'Amber savait que si elle avait besoin de conseils mode, je serais ravie de l'emmener faire du shopping dans un endroit approprié, un endroit qui n'implique pas d'espérer que la malchance du propriétaire précédent ne vienne pas avec les accessoires. La réunion a continué. Des chiffres ont clignoté sur l'écran du projecteur.
Les gens ont discuté des tendances du marché et des taux de rétention des clients. J'étais assise là, me sentant comme si on m'avait écorchée vive. Comme si tout le monde pouvait voir directement à travers moi, jusqu'aux parties que je gardais cachées. Quand Gérald nous a enfin libérés, je me suis levée sur des jambes tremblantes. L'anneau semblait peser 500 kilos. Alors que je ramassais mon bloc-notes et mon stylo, Véronica est passée près de moi, assez pour que je sente son parfum coûteux. Vraiment? Amber, a-t-elle dit tout bas, juste pour moi, si tu vas travailler dans un endroit comme Preston & Associates, tu dois au moins avoir l'air d'y appartenir. Cette esthétique de boutique de charité pourrait fonctionner dans une association à but non lucratif, mais ici, c'est embarrassant pour toi et honnêtement pour nous autres qui devons le regarder. Elle est partie avant que je puisse répondre. Pas que j'avais une réponse prête. 3 ans dans cette entreprise, et je n'avais jamais trouvé les mots justes pour l'arrêter. Nina est apparue à mon coude alors que la salle de conférence se vidait. « Je la déteste », a-t-elle murmuré farouchement. « Je la déteste tellement. C'est rien », ai-je dit automatiquement. « Ce n'est pas rien. Rien de tout ça n'est normal. Tu devrais la signaler au RH. » Son père est le VP. « Nina, les RH ne feront rien. » Je me suis dirigée vers la porte, désespérée d'être ailleurs. « Alors, tu devrais lui répondre ? Te défendre. Lui dire... Lui dire quoi ? J'ai fait face à ma seule amie dans ce bâtiment. Lui dire la vérité. Lui dire qui je suis vraiment. Ça n'arrivera pas. L'expression de Nina s'est adoucie. Elle ne connaissait pas toute l'histoire. Personne ne la connaissait. Mais elle en savait assez pour comprendre que j'avais mes raisons de me taire. « Je souhaite juste que tu n'aies pas à endurer ça, » a-t-elle dit. J'ai baissé les yeux sur l'anneau à nouveau. Sous l'éclairage fluorescent du couloir, il semblait plus sombre, moins brillant qu'en salle de conférence, juste une bande de métal et une pierre bleue qui signifiait tout pour moi et rien pour les autres. Certaines batailles ne valent pas la peine de révéler qui l'on est vraiment, ai-je dit à Nina. C'était quelque chose que j'avais appris à la dure, quelque chose qui m'avait gardée en sécurité, petite et invisible pendant 3 ans. Mais alors que je retournais à mon box, passant devant le bureau de Véronica où je l'entendais rire avec ses amis à propos de quelque chose, devant la porte de Gérald, où il avait probablement déjà oublié l'incident, devant tous ces gens qui me traversaient du regard comme si j'étais faite de verre. J'ai senti quelque chose changer. Les mots de mon père ont résonné dans ma mémoire, prononcés le jour où il m'avait donné cet anneau à garder. Cet anneau a plus d'histoire que la plupart des familles entières. Porte-le avec fierté, mais ne l'explique jamais à ceux qui ne méritent pas de le savoir. Je l'avais porté avec une dignité silencieuse, j'avais protégé ses secrets et les miens. Mais la fierté était plus difficile à conserver quand quelqu'un passait ses journées à essayer de vous l'arracher. Je me suis assise à mon bureau et ai ouvert l'analyse financière sur laquelle je travaillais. Les chiffres me calmaient. La logique avait du sens quand les gens n'en avaient pas. Et si je me concentrais assez sur les tableurs, je pouvais presque oublier le son du rire de Véronica, presque oublier le poids de tout ce que je portais seule. Presque. Le miroir de la salle de bain me montrait un visage que je reconnaissais à peine, des yeux rougis, des joues marbrées, des lèvres serrées si fort qu'elles en étaient pas blanches. J'ai ouvert le robinet et laissé l'eau froide couler sur mes mains, la regardant tourbillonner dans le siphon, comme je souhaitais que toute cette matinée disparaisse. L'anneau scintillait sous les lumières crues de la salle de bain. Je l'ai touché doucement, traçant le délicat travail du métal qui encadrait le saphir. Ma mère faisait la même chose. Passait ses doigts le long de la bande quand elle réfléchissait ou était contrariée. Je l'avais vue le faire 1000 fois avant l'accident, avant que tout s'arrête. J'avais 13 ans quand la voiture a dérapé sur cette route mouillée. 13 ans quand j'ai perdu ma mère et vu mon père s'effondrer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas, Lawrence Collins. Le nom qui commandait autrefois les salles de réunion et faisait bouger les marchés est devenu un fantôme dans sa propre maison. Il a arrêté d'aller au bureau, d'accepter les appels, d'être l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien d'autre que de l'intelligence et de l'instinct. La maison est devenue plus silencieuse. Le personnel a commencé à partir. Mon père passait des jours dans son bureau, porte verrouillée, et je m'asseyais dehors dans le couloir à faire mes devoirs parce qu'être près de lui était mieux que d'être seul, même avec une porte entre nous. Pour mon 18e anniversaire, il m'a appelé dans ce bureau. La pièce sentait les vieux livres et le whisky qu'il avait commencé à boire trop. Il paraissait plus vieux qu'il n'aurait dû, avec du gris dans ses cheveux noirs, des rides profondes autour des yeux. « Je ne peux plus faire ça », avait-il dit. «
pas comme une excuse, juste comme un fait. Il a mis en place un fonds fiduciaire, assez pour payer l'université, un appartement, une vie simple, rien d'extravagant. Puis il m'a donné l'anneau de ma mère, celui qu'il lui avait acheté avant ma naissance, avant la grande maison, la flotte de voitures et la vie dont la plupart des gens ne rêvent que « construis quelque chose par toi-même », m'avait-il dit. « N'utilise pas mon nom. Ne dis pas aux gens qui tu es. Promets-le-moi. Amber, promets-moi que tu réussiras grâce à qui tu es, pas grâce à qui est ton père. » J'avais promis. Que pouvais-je faire d'autre? Il s'effondrait. J'avais 18 ans. J'étais terrifiée et en deuil aussi. Alors j'ai pris l'anneau, l'argent et la promesse. Et je suis partie. C'était il y a 10 ans. J'avais tenu cette promesse pendant l'université, pendant mon premier boulot affreux. Pendant chaque moment des 3 dernières années chez Preston & Associates, j'avais regardé Véronica se moquer de mes vêtements, de ma nature discrète et de tout chez moi. Et je n'avais jamais dit les mots qui auraient tout arrêté, parce qu'une partie de moi croyait que mon père avait raison. Si je réussissais par moi-même, ça signifierait quelque chose. Ça prouverait que j'étais plus que juste sa fille. Ça prouverait que je méritais d'exister par moi-même. Mais debout dans cette salle de bain, fixant mon reflet, je me demandais ce que je prouvais exactement, que je pouvais supporter les abus, que je pouvais me rapetisser assez pour rentrer dans des espaces où on ne voulait pas de moi, que je pouvais protéger un secret qui m'étouffait lentement. La porte de la salle de bain s'est ouverte. J'ai vite essuyé mon visage. Mais ce n'était que Nina. « Je t'ai apporté du café », a-t-elle dit doucement, en tendant un gobelet en carton. Le bon, de l'endroit en bas de la rue, pas la boue de la salle de pause. « Tu n'avais pas à faire ça? » « Je sais. » Elle s'est adossée au comptoir à côté de moi, mais Véronica est encore là-bas, à se vanter de sa performance en réunion, et j'ai pensé que tu avais besoin d'une minute. J'ai pris le café. Il était encore chaud, de la vapeur s'échappant de la petite ouverture du couvercle. « Merci. » Elle empire. « Tu sais, ce n'est plus du harcèlement normal au travail. C'est ciblé. » La voix de Nina était prudente, comme si elle testait jusqu'où elle pouvait aller. La semaine dernière, elle s'est attribuée toute ton analyse de marché. Aujourd'hui, elle t'a humilié devant tout le monde. Qu'est-ce que ce sera la semaine prochaine? Je m'en occuperai. Comment? En restant assise et en l'encaissant, la frustration de Nina transparaissait. Elle était une bonne personne, peut-être trop bonne pour un endroit comme celui-ci. Tu es brillante, Amber. Tous ceux qui font vraiment attention le savent. Tes modèles financiers sont les meilleurs du département. Tu repères des erreurs que personne d'autre ne voit. Mais tu la laisses te piétiner? Parce que riposter signifie expliquer. Expliquer signifie briser ma promesse. Briser ma promesse signifie perdre le dernier lien que j'ai avec mon père. Même si ce lien n'est que de tenir ma parole à un homme à qui je n'ai pas parlé depuis 3 ans. Mais je ne pouvais pas dire tout ça. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, ai-je dit à la place. Nina a soupiré. Je ne te comprends pas parfois, mais je suis là si tu as besoin de moi. D'accord. Après son départ, je suis restée dans la salle de bain 1 minute de plus, puis 2, puis 5. Finalement, je me suis forcée à retourner à mon bureau. L'après-midi s'est traîné comme une chose blessée. Véronica a envoyé une chaîne d'emails incluant la moitié du bureau, avec des pics subtils sur le maintien des normes professionnelles et la représentation appropriée de l'entreprise. Je n'étais pas nommée, mais tout le monde savait. À 15 heures, elle est passée devant mon box avec Jennifer et 2 autres membres de son groupe habituel. Elle parlait juste assez fort pour que je les entende. Je dis juste que si tu ne peux pas te permettre de t'habiller professionnellement, peut-être que le conseil n'est pas le bon domaine. Certaines personnes sont mieux adaptées au travail associatif ou au commerce de détail. Rien de mal au commerce de détail. Des rires? Toujours des rires. Gerald Ashford est passé 20 minutes plus tard. Il m'a jeté un coup d'œil et, pendant 1 seconde, j'ai cru voir quelque chose comme de l'inconfort dans ses yeux. Comme s'il savait ce que faisait sa fille et s'en sentait mal, mais il a continué à marcher. Et cet inconfort, s'il avait existé, n'était pas suffisant pour le faire agir. Je suis restée tard ce soir-là, longtemps après que la plupart des gens soient partis. Le bureau était plus calme alors, plus facile à respirer. J'ai ouvert les projections financières pour le compte Whitmore, le gros contrat potentiel dont tout le monde murmurait. Preston & Associates voulait décrocher Theodore Whitmore comme client plus que tout. Son entreprise valait des milliards, et son endorsement pouvait transformer la réputation de la firme. Les chiffres étaient faux, pas drastiquement,
mais assez pour que quelqu'un comme Whitmore le remarque. Les calculs d'intérêt décalés d'un demi-point de pourcentage, des évaluations de risque qui ne tenaient pas compte de la volatilité récente du marché, de petites erreurs qui s'additionneraient en gros problèmes, je les ai corrigées ligne par ligne, formule par formule, pas parce que quelqu'un me remercierait. Véronica présenterait probablement ce travail demain comme le sien, mais parce que le travail comptait pour moi, même quand rien d'autre ne comptait. Quand j'ai fini, il était 21 heures. L'équipe de nettoyage progressait sur l'étage, vidant les poubelles et aspirant les tapis. J'ai sauvegardé le fichier, l'ai sauvegardé en double, et me suis enfin permis de partir. Dans le métro pour rentrer, je tournais l'anneau autour de mon doigt, l'anneau de ma mère, le cadeau de mon père, mon secret. Je me demandais, pas pour la première fois, si tenir des promesses valait tant de douleur. Si mon père se soucierait même que j'ai respecté ses règles, disparu dans l'anonymat, réussi discrètement tout en étant traité comme si je ne comptais pas, mais j'avais fait une promesse. Et la fille de Lawrence Collins tenait ses promesses, même quand elle la tuait. Le bureau a explosé à 8h45 le lendemain matin. J'avais à peine posé mon sac quand Nina s'est précipitée, les yeux écarquillés entre excitation et panique. Whitmore vient aujourd'hui, comme tout de suite. Ce matin, mon estomac s'est noué. Theodore Whitmore, celui de Whitmore Industries. Theodore Whitmore. Oui, apparemment, il a avancé sa visite, sans nous prévenir. Gérald perd la tête. Elle a baissé la voix. Il monte une équipe de présentation là maintenant. J'ai regardé à travers l'étage du bureau et vu exactement ce qu'elle voulait dire. Gérald se tenait dehors, la grande salle de conférence, la cravate légèrement de travers, aboyant des ordres à quiconque à portée de voix. Véronica était déjà en mode performance totale, dirigeant les gens comme si elle conduisait un orchestre. L'énergie était frénétique, désespérée. Réunion générale dans 5 minutes, a dit Nina. Tout le monde doit y être. La salle de conférence s'est remplie rapidement. Gérald se tenait devant, essayant de projeter une autorité calme, tandis que son front luisait de sueur. Comme vous l'avez tous entendu, M. Whitmore a ajusté son calendrier. Il sera ici dans l'heure pour évaluer notre firme en vue d'un partenariat potentiel. Ce contrat vaudrait environ 300 millions de dollars sur 5 ans. Des murmures ont parcouru la salle. 300 millions. C'était plus que ce que la plupart d'entre nous verraient en plusieurs vies. Véronica dirigera l'équipe de présentation, a continué Gérald. Bien sûr qu'elle le ferait. Elle sera soutenue par Timothy, Jennifer et Robert. Le reste d'entre vous maintiendra les opérations normales, mais soyez disponibles si besoin. M. Whitmore pourrait vouloir visiter les installations, voir comment nous travaillons vraiment. Donc, tout le monde reste vigilant, professionnel, visible. Ses yeux ont balayé la salle et se sont posés sur moi une seconde. J'ai vu la pensée traverser son visage. Devrais-je même être visible après hier? Mais il est passé sans commentaire. Veronica, tu as 40 minutes pour finaliser la présentation. Déjà fait. Peppa, elle a souri vivement. Je travaille sur le pitch Whitmore depuis des semaines. Nous sommes complètement préparés. Menteuse. J'avais reconstruit tout ce modèle financier la nuit dernière parce que sa version était pleine de trous. Mais je suis restée silencieuse. À quoi bon? Nous nous sommes dispersés vers nos bureaux. J'ai essayé de me concentrer sur le travail routinier, mais la concentration était impossible. Tout le bureau bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les gens rangeaient leurs bureaux, ajustaient leurs vêtements, pratiquaient leur sourire professionnel. Même Nina, qui se fichait rarement d'impressionner les supérieurs, a vérifié son apparence 3 fois. À 9h30, l'ascenseur a sonné. Gérald s'est précipité pour accueillir notre visiteur. Et nous avons tous essayé d'avoir l'air occupés tout en mourant d'envie de voir. Theodore Whitmore est sorti sur notre étage comme s'il en était le propriétaire. Probablement parce que des hommes comme lui possèdent la plupart des choses. Il était plus vieux que je ne l'imaginais. Fin de la soixantaine peut-être. Avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui semblaient cataloguer tout ce qu'il touchait. Il portait un costume qui coûtait probablement plus que toute ma garde-robe. Mais il le portait décontracté, comme si ce n'était que des vêtements. 2 personnes l'encadraient. De la sécurité, ai-je supposé, à la façon dont il se déplaçait et observait. M. Whitmore. Bienvenue chez Preston & Associates. La voix de Gérald a porté à travers l'étage. Trop fort, trop enthousiaste. Nous sommes ravis d'avoir cette opportunité de présenter notre proposition. Voyons ce que vous avez préparé.
La voix de Whitmore était grave, contrôlée, pas chaleureuse, mais pas froide non plus, juste évaluatrice. Ils ont disparu dans la salle de conférence. Les murs de verre nous permettaient de voir à l'intérieur Véronica au front, animée et confiante, gesticulant vers des diapositives contenant le travail que j'avais fait. Timothy et Jennifer hochèrent la tête comme des choristes. Je me suis retournée vers mon écran d'ordinateur. Ce n'était pas mon monde. J'avais appris cette leçon encore et encore. 1 heure a passé. La présentation continuait. À travers le verre, je pouvais voir l'expression de Whitmore rester neutre. Pas impressionné, pas déçu, juste à l'écoute. Observant, calculant, puis il s'est levé, a dit quelque chose à Gerald et est sorti de la salle de conférence. Tout le bureau s'est tendu. Partait-il? Avions-nous déjà échoué? Mais non. Il marchait à travers l'étage du bureau, son équipe de sécurité le suivant. Gerald s'est précipité pour le suivre, essayant de narrer quelque chose sur notre équipe talentueuse et notre environnement collaboratif. Whitmore l'ignorait, se déplaçant lentement entre les box, étudiant comment les gens travaillaient vraiment. Il s'arrêtait à des bureaux, jetait un œil aux écrans d'ordinateur, observait les opérations réelles derrière la présentation polie. Plusieurs personnes l'ont remarqué et se sont redressées. Soudain consciente d'être évaluée, j'ai gardé la tête baissée, me concentrant sur le tableur devant moi. Je n'avais pas besoin de l'attention de Theodore Whitmore. Je n'avais besoin de l'attention de personne. L'invisibilité était plus sûre, mais j'avais cette habitude quand je me concentrais. Tourner mon anneau, le faire pivoter autour de mon doigt, pendant que je réfléchissais à des problèmes. Ça m'aidait à me focaliser. Ma mère faisait la même chose, et j'avais hérité du geste avec le bijou. J'étais plongée dans une formule compliquée quand je l'ai sentie. Cette sensation d'être observée, j'ai levé les yeux. Theodore Whitmore se tenait à 1 mètre de mon box, immobile, silencieux, fixant juste ma main, mon anneau. Son visage était devenu complètement blanc, comme si on lui avait vidé tout son sang en un instant. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Un de ses agents de sécurité s'est approché. Inquiet par ce qu'il voyait sur le visage de son patron, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pourquoi me regardait-il comme ça? Comme s'il avait vu quelque chose d'impossible. Cet anneau, sa voix est sortie rauque, tendue. Où avez-vous eu cet anneau? Le bruit du bureau semblait s'estomper. J'étais consciente que les gens se tournaient, remarquaient. Mais ils paraissaient distants. Tout ce que je voyais, c'était cet homme puissant fixant l'anneau de ma mère comme un fantôme. Il était à ma mère, à votre mère. Il a répété les mots lentement, comme s'il essayait de les comprendre. Sa main tremblait, vraiment tremblait. Où votre mère l'a-t-elle eu? Mon père le lui a donné. Les mots sont sortis à peine au-dessus d'un murmure. Whitmore a fait un pas plus près. Gerald est apparu à son coude, confus et inquiet. M. Whitmore. Est-ce que tout va? Le nom de votre père. Whitmore l'a coupé sans même le regarder. Ses yeux étaient rivés aux miens, intenses et désespérés. J'ai besoin de savoir le nom de votre père. Tous mes instincts me disaient de fuir, de refuser, de garder la promesse que j'avais tenue pendant 10 ans. Mais quelque chose dans son visage, le choc, la reconnaissance, l'espoir impossible, a déverrouillé quelque chose en moi. Lawrence Collins, ai-je dit. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Whitmore est resté figé, a assimilé. Puis il a hurlé, pas un cri, un hurlement, aigu et choqué, si fort que tout l'étage a sursauté. Alors, ils n'ont aucune idée de qui vous êtes. Sa voix a tonné à travers le bureau, résonnant contre les murs, brisant le silence professionnel. Les gens se sont levés de leur bureau. Des têtes sont sorties des bureaux. Même à travers le verre de la salle de conférence, je pouvais voir le visage de Véronica se tourner vers le bruit, et Theodore Whitmore se tenait là, me fixant comme si je venais de réécrire tout ce qu'il pensait savoir du monde. Le silence qui a suivi donnait l'impression que le bureau retenait son souffle. Puis tout a explosé en mouvement d'un coup. Gerald s'est précipité, son visage passant par la confusion, l'inquiétude et quelque chose proche de la peur. M. Whitmore. Je ne comprends pas ce que... Lawrence Collins est votre père? La voix de Whitmore tremblait tandis qu'il parlait, me fixant toujours comme si je pouvais disparaître s'il clignait des yeux. Le Lawrence Collins. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'était complètement fermée. Tout ce que j'ai pu faire, c'est hocher la tête. Véronica est apparue alors, se frayant un chemin à travers la petite foule qui se formait. Qu'est-ce qui se passe? Peppa! Qu'est-ce qui arrive? Mais Whitmore ne l'a pas remarqué.
Il parlait déjà, les mots sortant vite et urgents. Lawrence Collins était le plus grand capital risqueur de sa génération. Peut-être de toutes les générations. Il a bâti Whitmore Industries à partir de rien. J'avais une idée et 12 000 dollars. Lawrence y a vu quelque chose, a investi tout ce qu'il avait et a transformé ma petite opération en une entreprise valant 1 milliard de dollars. Les gens se rassemblaient maintenant. Tout le bureau regardait. Nina se tenait près de son bureau, les mains sur la bouche. Timothy et Jennifer étaient sortis de la salle de conférence et je restais piégée dans mon box, sentant mes murs soigneusement construits s'effondrer. Il avait la touche en or, a continué Whitmore, s'adressant à la foule maintenant plus qu'à moi. Chaque investissement qu'il faisait réussissait, pas parce qu'il avait de la chance, parce qu'il était brillant. Ses stratégies sont encore enseignées à la Harvard Business School. Ces modèles d'évaluation des risques ont révolutionné l'industrie, et puis il y a 15 ans, après une tragédie familiale, il a juste disparu. Ma poitrine se serrait. Entendre quelqu'un d'autre raconter l'histoire de mon père me donnait l'impression d'être dénudée devant tout le monde. Certains pensaient qu'il était mort, a dit Whitmore doucement, d'autres qu'il avait perdu la raison, mais personne ne connaissait la vérité. Il a simplement vanished du monde des affaires complètement. Ses yeux sont revenus sur moi. J'ai géré ses investissements pendant 15 ans. Il m'a demandé de m'occuper de ses actifs, de respecter sa vie privée, de ne jamais révéler où il était allé ou ce qu'il faisait. J'ai tenu cette promesse, mais je n'ai jamais su pour une fille. C'est ridicule. La voix de Véronica a tranché, aiguë et défensive. Elle invente tout ça. Elle travaille dans un box en portant des vêtements de friperie. Elle ne peut pas être l'anneau. Whitmore s'est tourné vers elle, et son expression l'a fait reculer d'un pas. Cet anneau qu'elle porte. J'étais là quand Lawrence l'a acheté. Il s'est approché de mon bureau, et instinctivement, j'ai levé la main pour qu'il le voie mieux. Ses yeux sont devenus distants, se rappelant Londres. Il y a 17 ans. Nous venions de conclure un gros deal et Lawrence célébrait. Il y avait une vente aux enchères d'héritage chez Christie's. Des objets de l'aristocratie européenne. Et il y avait cet anneau. Il a désigné ma main. Il appartenait à la duchesse de Cambridge dans les années 1890. Le saphir a été extrait au Cachemire et la monture a été conçue par un joaillier dont les œuvres sont maintenant dans des musées. Le bureau était complètement silencieux, même la climatisation semblait avoir arrêté de bourdonner. Lawrence l'a vu et a dit qu'il était parfait pour votre mère, qu'il correspondait à sa grâce, son élégance, sa force. L'enchère est montée haut, très haut, mais Lawrence n'a pas arrêté. La voix de Whitmore s'est adoucie. Il a payé 3 millions de dollars pour cet anneau. Le chiffre a frappé comme un coup physique. J'ai entendu quelqu'un haleter. Véronica a fait un bruit d'étouffement. 3 millions. Anneau de friperie. La voix de Whitmore est devenue froide tandis qu'il regardait Véronica. C'est ce que tu l'as appelé hier, n'est-ce pas? En réunion, quand tu as humilié cette femme devant 20 collègues, le visage de Véronica est passé du rouge au blanc, au gris. Je ne savais pas. Je pensais, tu n'as pas pensé, le mépris de Whitmore était assez tranchant pour couper. Tu as vu quelqu'un que tu percevais comme inférieur, et tu as décidé que la cruauté était un divertissement. Gérald a essayé d'intervenir, sa voix conciliante. Whitmore, je suis sûre que c'est juste un malentendu. Véronica ne voulait pas. J'étais ici tôt ce matin, a interrompu Whitmore, en marchant dans le bâtiment avant que quiconque m'attende. Je suis passée devant votre salle de conférence pendant la réunion d'hier. J'ai entendu chaque mot que ta fille a dit, chaque insulte, chaque humiliation calculée. Son regard s'est posé sur Gérald. Et je t'ai vu assis là sans rien faire. Le visage du vice-président s'est effondré. Ce n'était plus juste de l'embarras. C'était 300 millions qui s'envolaient. Whitmore s'est tourné vers moi. Son expression avait changé du choc à quelque chose de plus doux, plus triste. Ton père et moi étions les meilleurs amis. Quand il s'est retiré du monde, quand il m'a demandé de gérer ses actifs, j'ai essayé de respecter son deuil. Je savais qu'il avait perdu sa femme. Je ne savais pas qu'il avait une fille qu'il protégeait, enseignait, préparait au monde à sa façon. Il voulait que je réussisse par moi-même. Ai-je entendu ma voix dire? Ma voix sonnait étrange, distante, sans son nom, sans son argent. Il voulait savoir si je pouvais construire quelque chose moi-même. Et tu l'as fait! Le sourire de Whitmore était sincère. Sais-tu ce que vaut le fonds Collins maintenant? Avec 15 ans de rendement composé, de réinvestissement stratégique
et de croissance de son portefeuille existant. J'ai secoué la tête. Mon père m'avait donné assez pour vivre, assez pour être indépendante. Je n'avais jamais demandé pour le reste, jamais voulu savoir. Ça aurait semblé briser la promesse. 7 milliards de dollars. Le chiffre ne semblait pas réel. Trop grand, trop abstrait. Comme entendre parler des distances entre les étoiles. Tu n'es pas juste la fille de Lawrence Collins. Amber, tu es l'une des femmes les plus riches du pays, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non. Whitmore a sorti son téléphone, et ton père doit savoir ce qui t'est arrivé ici. Il doit savoir ce que tu as enduré en tenant ta promesse à lui. Non. Attends. La panique m'a envahie. Je n'avais pas parlé à mon père depuis 3 ans. 3 ans de silence, de respect de ses règles, d'être ce qu'il m'avait demandé d'être. Que penserait-il de tout ça? De son secret exposé, de ses souhaits détruits en un terrible moment. Mais Whitmore composait déjà « Lawrence a suivi ta carrière à travers moi. Il sait que tu travailles ici. Il sait pour tes analyses brillantes, ton intégrité, ta force. Il est si fier de toi, même de loin. Mais il ne sait pas pour ça. » Son geste a englobé le bureau, le visage frappé de Véronica, les années de petite cruauté. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis 3 ans a répondu. Theodore, la voix de mon père, plus vieille que dans mes souvenirs, plus rauque, mais indubitablement la sienne. Et l'entendre après si longtemps a fait éclater quelque chose dans ma poitrine. Lawrence, a dit Whitmore doucement, je suis ici avec ta fille. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Autour de moi, le bureau restait figé. Véronica avait l'air sur le point de vomir. La carrière de Gerald s'effondrait en temps réel. Nina avait des larmes coulant sur son visage. Et je restais assise dans mon petit box, portant l'anneau de 2 millions de dollars de ma mère, tandis que la vie que j'avais soigneusement construite pendant 10 ans se brisait en morceaux que je ne pouvais même pas commencer à recoller. Whitmore est entré dans le bureau de Gerald avec moi, fermant la porte sur le chaos dehors. À travers les murs de verre, je pouvais voir tout le bureau nous regarder. Mais au moins, nous avions l'illusion d'une intimité. Lawrence, ta fille travaille chez Preston & Associates depuis 3 ans, a dit Whitmore au téléphone, et elle a été soumise à un harcèlement systématique au travail par la fille du vice-président. Je n'entendais pas la réponse de mon père, mais j'ai vu l'expression de Whitmore se crisper. Oui, j'en suis certain. Je l'ai vu moi-même hier. Humiliation publique sur ses vêtements. Son passé, et particulièrement sur l'anneau que tu as donné à sa mère. L'anneau qu'elle porte tous les jours. Une pause. Ils l'ont appelé un bibelot de friperie, Lawrence. Ils ont ri d'elle. Whitmore m'a tendu le téléphone. Il veut te parler? Ma main tremblait en le prenant. Pendant un moment, je n'ai pas pu me forcer à parler. 3 ans de silence s'étendaient entre nous comme un océan. Amber. La voix de mon père s'est brisée. C'est vraiment toi. Salut, papa. 2 mots. Et soudain, j'avais de nouveau 13 ans. Assise dehors, la porte verrouillée de son bureau, je suis tellement désolée. Il pleurait. Je pouvais l'entendre. Je pensais t'enseigner la force. Je pensais que te rendre indépendante te protégerait. Mais je t'ai juste laissée seule. Tu ne m'as pas laissée seule. J'ai fait une promesse. Je l'ai tenue. Tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Son souffle s'est accroché. Théodore m'a envoyé des rapports. Il ne savait pas que je lui avais demandé de veiller sur toi. Il pensait juste me tenir informée sur l'entreprise. Mais j'ai vu ton travail. Ma chérie, tes modèles financiers sont extraordinaires. Tu es brillante, juste comme je savais que tu le serais. Des larmes brûlaient derrière mes yeux. Je n'ai pas utilisé ton nom. Je l'ai fait moi-même. Je sais que tu l'as fait, et je suis si fière de toi. Mais j'avais tort de te demander de te cacher. Tort de te faire porter ce secret seul, tort de penser que le succès sans reconnaissance était d'une certaine manière plus pur. Il a marqué une pause. Ta mère serait furieuse contre moi? Ça m'a fait rire malgré tout. Parce que c'était vrai. Maman n'avait jamais cru en la souffrance inutile. Elle aurait détesté me voir endurer la cruauté de Véronica en silence. Les choses vont changer maintenant, a dit papa doucement. Ton couvert est parti, mais peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être qu'il est temps pour nous deux d'arrêter de nous cacher. Nous avons parlé 10 minutes de plus sur les années séparées, sur son deuil et son isolation, sur la vie qu'il avait menée en réclusion, gérant les investissements à distance, évitant le monde qui lui rappelait ce qu'il avait perdu, et sur sa décision, prise là au téléphone, de enfin revenir. Quand j'ai rendu le téléphone à Whitmore,
Je me sentais plus légère et plus lourde à la fois. Il vient en ville, m'a dit Whitmore après avoir fini l'appel. Il veut te voir ce soir, si possible. J'ai hoché la tête, incapable de parler au-delà du nœud dans ma gorge. Nous sommes sortis du bureau pour trouver un pandémonium contrôlé. Gérald se tenait près de la salle de conférence. Entouré de partenaires seniors apparemment convoqués, leurs expressions allaient de la colère à la panique. Véronica était assise à son bureau, ne travaillant pas, juste fixant le vide. Whitmore s'est adressé à la salle, sa voix portant facilement. Preston & Associates ne recevra pas le contrat de Whitmore Industries. Je ne peux pas, en toute conscience, m'associer à une firme qui tolère le traitement que j'ai vu ici. Gérald a fait un son désespéré. Whitmore, s'il vous plaît, si vous nous permettez juste d'expliquer. Expliquer quoi? Que vous êtes resté assis en réunion pendant que votre fille se moquait publiquement d'une employée, que vous avez laissé un environnement de travail toxique prospérer parce que le confronter était inconfortable. Le ton de Whitmore aurait pu geler l'eau. J'ai bâti mon entreprise sur l'intégrité et le respect. Je ne compromettrai pas ces valeurs maintenant. 300 million parties. Juste comme ça. Un des partenaires seniors s'est avancé. Ashford. Mon bureau maintenant. Gérald l'a suivi comme un homme marchant vers son exécution. Whitmore s'est tourné vers Véronica. Elle a levé les yeux, les bords rougis. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Tu devrais savoir, a dit Whitmore doucement, que cette histoire se répandra. La communauté des affaires des petites, ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Comment tu as traité la fille de Lawrence Collins? Comment tu t'es moqué d'un anneau valant plus que ce que tu gagneras en une décennie? Les gens en entendront parler. Ta réputation est endommagée au-delà de ce que la position de ton père peut réparer. Véronica a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Que pouvait-elle dire? Tu peux t'excuser auprès d'Amber si tu veux. A continué Whitmore. Bien que je soupçonne que tu sois plus désolée d'avoir été prise que désolée de tes actions. Elle m'a regardée alors, vraiment regardée pour la première fois en 3 ans. J'y ai vu de la peur, de l'embarras et quelque chose qui aurait pu être un remords sincère enfoui profondément. Mais surtout, j'y ai vu quelqu'un réalisant que la cruauté avait des conséquences. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. Je voulais me sentir triomphante, vengée, mais surtout, je me sentais fatiguée. « Je sais », ai-je dit, et c'était tout? Nina s'est approchée prudemment après que Whitmore se soit éloigné pour parler au partenaire senior. Elle m'a serrée dans ses bras sans demander la permission, s'accrochant fort. « Tu es milliardaire », a-t-elle murmuré, « une vraie milliardaire. Et tu as été assise à côté de moi à manger des sandwichs d'épicerie pendant 3 ans? Les sandwichs étaient bons, ai-je dit, et elle a ri à travers ses larmes. D'autres collègues se sont approchés avec un respect prudent, des gens qui m'avaient ignoré pendant des années, se rappelant soudain chaque conversation que nous avions eue. J'ai accepté leur attention avec une distance polie. Je savais ce que c'était. Pas une connexion sincère, juste un recalibrage basé sur de nouvelles informations. À midi, Gérald avait été convoqué à une réunion avec le conseil. À 14 heures, les rumeurs disaient qu'on lui demandait de démissionner. Véronica a quitté le bureau à 15 heures, portant une boîte de ses affaires. Elle n'a regardé personne en marchant vers l'ascenseur. J'ai passé l'après-midi à rassembler mes propres affaires. Pas parce que j'étais virée. Plusieurs personnes m'avaient assuré que je pouvais rester, que des changements arrivaient, que les choses seraient différentes. Mais j'en avais fini avec cet endroit. Fini d'être petite. Fini de me cacher. Nina m'a aidée à emballer, se remémorant les bons moments que nous avions partagés. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas. » Ai-je admis, voir mon père. Découvrir qui je suis quand je ne garde pas de secret. Peut-être construire quelque chose de nouveau. Quoi que ce soit. Tu seras génial. À 17 heures. Whitmore m'a trouvée près de mon box vide. Prête. Prête pourquoi? Ton père est déjà en route pour la ville. Je lui ai dit que je t'emmènerais dîner. Il a souri. Si c'est d'accord pour toi. J'ai regardé autour du bureau une dernière fois, au box où j'avais passé 3 ans à me prouver auprès de gens qui s'en fichaient, à la salle de conférence où Véronica avait essayé de me briser, à l'espace que j'avais occupé en tenant une promesse qui m'avait tant coûté, puis j'ai pris mon sac et suivi Whitmore vers l'ascenseur. Dans la voiture, je tournais l'anneau de ma mère, mon héritage de 2 millions, mon trésor caché, mon rappel constant de tout ce que j'avais perdu et gardé. Le saphir capturait la lumière de l'après-midi,
projetant des ombres bleues sur mes mains. Ton père m'a demandé de te dire quelque chose, a dit Whitmore pendant que nous roulions. Il a dit de te dire que tu as tenu ta promesse. Tu as prouvé que tu pouvais réussir par toi-même, et maintenant il est temps de découvrir ce que tu peux faire, sans limite. La ville défilait dehors la fenêtre. Quelque part dedans, mon père m'attendait. Après 3 ans de silence, nous dînerions, nous parlerions, nous découvririons ce qui venait ensuite. Je ne savais pas à quoi ressemblait mon avenir. Je ne savais pas si je rejoindrais le monde de mon père, ou construirais mon propre empire, ou trouverais un chemin entièrement différent. Mais pour la première fois en des années, je n'avais pas à me cacher, pas à me diminuer, pas à m'excuser d'exister. L'anneau scintillait à mon doigt, plus un secret que je gardais, mais un pont entre qui j'avais été et qui je devenais. J'étais Amber Collins, fille de Lawrence Collins, gardienne de promesses, survivante de la cruauté, et enfin complètement, indéniablement libre. All is well. God, imagine if I died to those fire zombies right there, right then. And I had to, first of all, find wherever I put my diamond pickaxe and throw it in the lava. That would have been tragedy. Tragedy like I've never known before. Also, I need to know how to make campfires, and then I need glass bottles, and then I need to grab. I know that's a thing that I need to do. Hee hee. Haha. My adventures always go well. No, 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 no. I'm gonna be making big old pillars to remember where I am. I might even make some maps. Even bother with that. Campfires need stripped logs. Right click trunk, I'm gonna assume that says, with an axe. Oh, crunchy. Get a bunch. Just for, yeah, yeah. That feels good. That seems good to me. Okay. Oh, can't eat coal. Campfires need strip logs. Yeah. For some reason I thought you said something. No. My bad, homie. Alright. Heap hope. This is fine. So true you can't eat anything once. I'm just hindered by the mechanics in this game. Oh, good pufferfish. Our favourite fish. If I do ever manage to make it to Japan, I'm not gonna lie, I think I would like to roll the dice and try the pufferfish, the sushi, whatever they create. If I die, I die. I don't think you hear of people dying of pufferfish too frequently anymore. I think it's a pretty safe bet. I think I'd like to try urchin as well. Apparently very good. Very nice. Just a sucker for salmon. Oh, and raw tuna? Oh, baby. Honey, sweetie. Pumpkin pie. Stop tempting me. It's going well, Matt. I mean, it's basically 3 p.m. So, still not very nighttime, but the day, it proceeds smoothly. Oh. Ever cynical, super.
Telling me there was a cow in there? Alright. I'll buy it. Matt, that suggests that perhaps you're not sleeping. It suggests that the sleeping schedule has not solved itself. Hope you're okay, bud. Strange, sweet, salty taste. I like both of those flavors. That suits me just fine. Oh, brother. I mean, I confess it takes me a while to go to sleep, but once I'm down, oh baby. Left, right, good night. I'm out for the count.